Une jeune fille disparue lors du marché du dimanche, dans une petite ville, après avoir été laissée sans surveillance pendant quelques instants. 2 ans plus tard, une découverte choquante bouleversa tout. Un bracelet retrouvé dans un pain. Jennifer Walsh se trouvait dans la salle d'interrogatoire du commissariat d'Oakdale, un endroit qu'elle connaissait bien depuis 2 ans. Les murs étaient d'un vert pâle, avec un tableau d'affichage montrant des informations communautaires et des brochures de sécurité. Les néons bourdonnaient doucement, créant des ombres sous ses yeux fatigués, alors qu'elle racontait, pour la énième fois, le jour où sa fille de 12 ans, Sophie, avait disparu. « On est arrivés au marché vers 9 heures, dit Jennifer d'une voix monotone, les mots usés par la répétition. Sophie était de bonne humeur ce matin-là. Elle attendait ce moment avec impatience pour acheter des pâtisseries fraîches. Jennifer lui avait permis de s'éloigner de quelques étals pour admirer des bracelets faits main, tandis qu'elle payait les légumes. Mais ces 3 minutes de séparation se transformèrent en une éternité de souffrance lorsqu'elle se rendit compte que sa fille avait disparu sans laisser de traces. Le détective Martinez, un homme dans la cinquantaine, était assis en face d'elle. Son carnet ouvert, bien qu'il n'ait pas écrit quoi que ce soit de neuf depuis des mois. Jennifer observa son regard concentré, espérant qu'elle se souvienne de quelque chose d'important. « Elle était tellement heureuse ce matin-là », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle parlait des théories de Sophie sur la série Les Chroniques de Moonstone. J'entends encore sa voix, juste avant qu'elle disparaisse. Martinez hocha la tête, encouragé, mais ils savaient tous deux que les chances de retrouver Sophie diminuaient chaque jour. Il fit glisser un dossier contenant les derniers rapports de terrain. Jennifer, quant à elle, avait minutieusement consigné chaque détail dans un carnet. J'ai pensé au livreur qui avait vu une fille ressemblant à Sophie près du parc Westlake le mois dernier, dit-elle en feuilletant ses notes. Martinez lui assura qu'ils enquêteraient à nouveau, bien que cela fût probablement un autre cul-de-sac. Soudain, son téléphone spécial sonna. C'était le numéro inscrit sur toutes les affiches de Sophie. Jennifer décrocha, son visage s'éclairant d'une lueur d'espoir, malgré les déceptions passées. « Allô » répondit-elle, contrôlant sa voix. Martinez observa attentivement, alors qu'elle écoutait, stupéfaite. La couleur de son visage s'effaça, et ses doigts se crispèrent sur la table. « Vous avez trouvé quoi » Elle raccrocha rapidement. Brenda Collins, une enseignante, a trouvé le bracelet de Sophie dans un pain, dit-elle, le souffle court. Jennifer serra le volant, suivant la voiture de police de Martinez à travers les rues tranquilles de la ville. Après 2 ans de fausses pistes, elle hésitait à espérer. Mais la voix de Brenda semblait sincère, et cette fois, quelque chose semblait différent. Ils arrivèrent devant la maison de Brenda, une maison jaune avec des fleurs bien entretenues. Là, un nouvel espoir naissait dans le cœur de Jennifer. Jennifer se souvenait de la dernière fois qu'elle avait visité la maison de Brenda Collins, avant la disparition de Sophie. C'était à une autre époque, où ces réunions de l'association des parents d'élèves remplissaient encore son agenda, bien avant que les rendez-vous avec la police et les recherches ne prennent le relais. Brenda ouvrit la porte de sa maison modeste, avant même qu'il ne frappe, son visage pâle de souci. En tant qu'enseignante à Oakdale Elementary, elle connaissait bien Sophie, ayant eu la jeune fille dans sa classe l'année avant sa disparition. « Jennifer », dit-elle, lui serrant doucement le bras. « Détective Martinez, merci d'être venue si vite. » Jennifer entra, remarquant l'odeur familière de craie et de fournitures artistiques qui restaient sur les enseignants, même chez eux. La maison était ordonnée, avec des piles de papiers à corriger sur la table à manger et des œuvres d'élèves encadrées sur les murs. Jennifer aperçut une peinture de Sophie, un dragon multicolore survolant un château, et son cœur se serra. « C'est dans la cuisine », dit Brenda en les conduisant à l'arrière de la maison. « J'allais préparer un sandwich quand… » Elle s'interrompit, secouant la tête, incrédule. Sur la planche à découper, un pain partiellement tranché reposait.
Un couteau à pain en dentelle était posé à côté. Jennifer s'approcha et remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel dépassant du pain. Des perles violettes et bleues incrustées dans la mie. Lorsqu'elle se pencha, un pendentif en améthyste en forme de cœur émergea, partiellement visible parmi les perles. Son souffle se coupa. C'était le bracelet de Sophie, celui qu'elle lui avait offert pour son 10e anniversaire. Brenda expliqua, la voix tremblante, qu'en coupant le pain, le couteau avait heurté quelque chose de dur. Au début, je pensais que c'était juste une boule dure dans la pâte, mais quand j'ai vu les perles, j'ai reconnu le pendentif en cœur. Jennifer s'avança instinctivement, mais Martinez l'arrêta doucement, lui conseillant de préserver les preuves. Il photographia soigneusement le pain sous plusieurs angles, avant de retirer délicatement le bracelet avec des gants. Malgré la cuisson, le pendentif et les perles étaient remarquablement intacts. Jennifer s'effondra dans une chaise, les larmes aux yeux, reconnaissant le bracelet comme étant celui de Sophie. Brenda expliqua avoir acheté le pain la veille chez la boulangerie Franklin sur Main Street. « Vous avez gardé l'emballage ?» Zrenia demanda Martinez. Brenda récupéra un sac en papier, estampillé de la boulangerie et daté du jour précédent. Jennifer, les yeux fixés sur le bracelet, murmura « Je ne comprends pas. Comment ce bracelet a-t-il pu se retrouver dans un pain après 2 ans ?» Martinez, scellant l'évidence dans un sac, répondit calmement qu'il fallait maintenant confirmer l'origine de l'objet, mais qu'il ne doutait pas de l'identification de Jennifer. Ils se rendirent immédiatement à la boulangerie Franklin. Jennifer observa, anxieuse, les policiers entrer dans le magasin. Elle se souvenait de George Franklin, le propriétaire âgé, qui, lors de la disparition de Sophie, avait montré de la sympathie et avait même donné du pain pour les recherches. Mais comment le bracelet de sa fille avait-il pu se retrouver là? Jennifer attendait dans la voiture de police, l'esprit agité par les possibilités. Le temps semblait s'étirer à l'infini, alors que les policiers fouillaient méthodiquement la boulangerie. Des spectateurs curieux se rassemblaient autour de la zone, leurs visages marqués par l'inquiétude et la curiosité morbide. Jennifer, quant à elle, se cacha dans le siège, ne voulant pas être reconnue, sa tragédie faisant d'elle une figure locale, dont les yeux évitaient parfois son regard. Jennifer se sentait souvent isolée, abordée par des condoléances maladroites ou, pire encore, des questions intrusives. Cette solitude était presque aussi douloureuse que la perte elle-même. 2 heures après son entrée dans la boulangerie, le détective Martinez en sortit, l'air sombre. Il s'assit et secoua la tête. Aucun élément suspect n'avait été trouvé dans la boulangerie. George Franklin, le propriétaire, était choqué par la découverte du bracelet et avait coopéré pleinement. Il avait montré des documents prouvant qu'il recevait la pâte de Midwest Baking Distribution, un fournisseur de nombreuses boulangeries de l'État. L'espoir de Jennifer s'éteignit. Le bracelet pouvait avoir été inséré n'importe où, au centre de distribution, lors du transport. Nous allons contacter le centre de distribution et retracer le parcours de la pâte, dit Martinez avec un soupir. Mais il est peu probable que Franklin soit impliqué. Jennifer se tourna vers la boulangerie. Et maintenant, Martinez démarra la voiture. Nous devons aller à la station pour traiter le bracelet comme preuve. Nous commencerons par le centre de distribution, puis nous examinerons les connexions possibles avec des affaires similaires. Le trajet fut silencieux, Jennifer observant les rues familières, transformées par les événements surréalistes de la journée. Arrivée au commissariat, Jennifer attendit sous les néons, observant les techniciens qui prenaient pour des photos et mesuraient le bracelet. Après 1 heure, Martinez arriva avec des papiers à signer. Le bracelet, bien qu'il fût personnel, pouvait être emporté par Jennifer, à condition de le remettre si nécessaire pour l'enquête. Elle signa et prit le sac contenant le bracelet. Sur le chemin du retour, le silence était lourd, Martinez promettant de la tenir au courant dès qu'ils auraient des nouvelles. De retour chez elle, Jennifer se retrouva face à l'énorme charge émotionnelle de la journée. Elle s'assit sur le canapé, le bracelet posé sur la table basse,
un lien tangible avec sa fille disparue, mais aussi un rappel de l'absence de réponse concrète. Elle se leva et se dirigea vers la pièce qu'elle appelait la salle de guerre, dédiée à la recherche de Sophie. Des cartes et des chronologies couvrirent les murs, des informations minutieusement organisées. Elle se concentra sur une carte détaillant Oakdale, parcourant les fils rouges qui reliaient les lieux de recherche et les pistes. Franklin's Bakery était marquée, mais aucun lien direct n'existait avec la disparition de Sophie. Elle traça un cercle autour de l'emplacement de la boulangerie, notant que c'était là que le bracelet de sa fille était réapparu après 2 ans. Le téléphone sonna soudainement, la tirant de ses pensées. Elle se précipita vers la cuisine pour décrocher. « Bonjour Jen, c'est moi », dit sa sœur Karen. « Comment tu vas aujourd'hui ?» Jennifer hésita. « Karen, il s'est passé quelque chose de grand. » Et elle lui expliqua la découverte du bracelet. Jennifer expliqua à Karen la découverte du bracelet dans le pain, l'enquête à la boulangerie de Franklin et le blocage avec le centre de distribution. Karen écouta sans interrompre, poussant un soupir lorsqu'elle apprit que Jennifer avait reconnu le bracelet de Sophie. « C'est incroyable, » dit Karen. « Tu penses que ça veut dire qu'elle est vivante ?» La question resta suspendue, à la fois excitante et terrifiante. « Je ne sais pas, » admit Jennifer, « mais ça veut dire quelque chose. C'est la première vraie piste qu'on a depuis 2 ans. » Après avoir promis de rappeler si des nouvelles surgissaient et assuré à Karen qu'elle essaierait de manger, Jennifer raccrocha et retourna dans sa salle de guerre. Le livre photo du jour de la disparition de Sophie était ouvert sur son bureau. Jennifer n'y avait pas regardé depuis des mois, la douleur des images devenant trop difficile à supporter. Mais avec le bracelet apportant une vraie piste, elle força ses yeux à analyser chaque détail des photos. Les images montraient Sophie au marché, souriante et insouciante. Dans une photo, Sophie portait une robe turquoise et tenait un panier de pâtisseries et de pain, son bracelet bien visible. Derrière elle, il y avait un stand de pain, et à côté, George Franklin, le boulanger, souriait en disposant des pains. Jennifer eut un frisson. Elle ne se souvenait pas que la police ait mentionné avoir interrogé Franklin comme témoin. Peut-être avait-il vu quelque chose ce jour-là. Elle note cette observation dans son carnet. En fouillant dans les autres photos, elle le retrouva à 2 reprises en arrière-plan. Le fait que Franklin soit si proche de Sophie ce jour-là éveillait de fortes suspicions. La boulangerie de Franklin était un stand au marché, mais la réapparition du bracelet dans son pain 2 ans après était trop étrange pour être ignorée. Jennifer chercha des informations sur Franklin. Le site de la boulangerie était basique, ne parlant que de l'établissement, mais sans détails personnels sur le propriétaire. Un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux révéla seulement une page commerciale de la boulangerie. Franklin semblait avoir une présence en ligne limitée. Jennifer se sentit nerveuse, se demandant si elle devait appeler Martinez pour lui parler de cette découverte. Après tout, c'était une coïncidence. Franklin était là ce jour-là, c'était son stand. Mais quelque chose dans cette connexion la poussait à croire qu'il y avait plus. Elle décida de parler à Franklin elle-même pour voir s'il se souvenait de Sophie ou avait remarqué quelque chose d'important. Elle se prépara à le visiter tôt le lendemain matin, sachant qu'il serait déjà à la boulangerie pour la préparation des pains. Elle se coucha, mais le sommeil la fuyait, son esprit tournant en boucle. Les images du marché revenaient sans cesse. Sophie souriante, Franklin en arrière-plan, le bracelet à son poignet. À 2h17 du matin, Jennifer décida soudainement d'aller à la boulangerie. Franklin était sûrement déjà là, travaillant dans la nuit. Elle se vêtit rapidement, prit ses clés et se dirigea vers le centre-ville. Les rues étaient désertes, Oakdale n'ayant pas de vie nocturne. En arrivant devant la boulangerie, elle aperçut des lumières allumées à l'intérieur, confirmant qu'il y était déjà. Elle se gara en face, prenant son courage à 2 mains avant d'aller vers la boutique, sachant que c'était impulsif, mais le besoin désespéré de réponse surpassait la prudence. Elle aperçut une silhouette à l'intérieur, probablement Franklin,
déjà en train de préparer les pains. Jennifer traversa la rue et s'approcha de la porte d'entrée de la boulangerie. Un côté de la porte s'ouvrit soudainement et George Franklin en sortit, portant un sac poubelle. Il portait son uniforme de boulanger, désormais couvert de farine. Il s'arrêta net en voyant Jennifer et lui lança « Nous sommes fermés, on n'ouvre qu'à 6 heures. » Jennifer avança sous la lumière des fenêtres. « Monsieur Franklin, je suis Jennifer Walsh, la mère de Sophie Walsh. J'aimerais vous parler un instant. » Franklin la reconnut immédiatement, un regard de pitié traversant son visage. Il posa le sac près d'un conteneur à ordures et s'approcha. « Je sais que c'est une heure étrange pour une visite, » admit Jennifer. « Je n'arrivais pas à dormir et je me suis souvenu que les boulangers commencent tôt. La police est venue tout à l'heure à propos du bracelet trouvé dans un de vos pains. » Franklin sembla compatir. « C'est une histoire terrible. J'ai expliqué aux policiers que je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Je reçois ma pâte de Midwest Distribution, donc ce qui se trouve dedans ne vient pas de ma boulangerie. » Jennifer expliqua qu'elle avait regardé des photos du jour où Sophie avait disparu et remarqua que Franklin se trouvait près de l'endroit où Sophie avait été vue pour la dernière fois. Il l'invita à entrer, lui offrant une tasse de café et des petits pains frais. Assis face à elle, Franklin expliqua qu'il avait été interrogé brièvement par la police ce jour-là, mais qu'il n'avait rien vu de suspect. En observant la pièce, Jennifer remarqua une étagère avec plusieurs livres, dont les couvertures l'interpellèrent. C'étaient les Chroniques de la Pierre de Lune, une série que Sophie adorait avant sa disparition. Jennifer en parla, soulignant que c'était une coïncidence, car ces livres n'étaient mythes pas populaires. Franklin sembla surpris et expliqua qu'il aimait lire des romans fantastiques. Quand Jennifer lui demanda quel personnage il préférait, il répondit vaguement, sans mentionner un personnage féminin bien connu de la série. Son malaise était évident. « Oh, je les ai pris à une vente de livres, » dit-il en évitant son regard, avant de se lever précipitamment. « Désolé, mais je dois me préparer pour l'ouverture. » Jennifer remercia Franklin et partit, son esprit rempli de questions. Pourquoi possédait-il cette série obscure? Pourquoi était-il si nerveux quand elle en parla? Dans sa voiture, elle sentit son cœur battre fort. La découverte du bracelet dans le pain de sa boulangerie et maintenant cette série de livres étranges semblait trop coïncidente pour être ignorée. Elle tenta d'appeler Martinez, mais tomba sur son répondeur. Elle laissa un message expliquant la conversation avec Franklin et sa découverte. « Ces livres étaient commandés spécialement pour Sophie, » dit-elle dans le message. « Il ne semble pas les avoir lus, même s'il prétend que ce sont les siens. » Elle termina en demandant à Martinez de la rappeler dès que possible. Jennifer hésita à rentrer chez elle, sachant qu'elle devait attendre l'intervention de la police, mais quelque chose la maintenait sur place. Elle décida d'attendre et d'observer la boulangerie encore 1 heure, espérant voir quelque chose d'inhabituel. Les minutes passèrent lentement, tandis qu'elle regardait Franklin se déplacer dans la boulangerie, préparant la pâte et arrangeant les produits de boulangerie. Vers 3h30, elle le vit sortir par la porte arrière avec plusieurs petits paquets qu'il déposa dans le coffre d'une vieille voiture garée près de la boulangerie. 15 minutes plus tard, il ressortit avec un autre paquet. Puis, environ 21 minutes plus tard, il sortit encore son sac poubelle, verrouilla la porte derrière lui et se dirigea vers un petit bâtiment de stockage derrière la boulangerie. Ce bâtiment, qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, était à une 50aine de pieds du bâtiment principal, partiellement caché par des poubelles. Franklin jeta un coup d'œil autour de lui avant de déverrouiller la porte, puis entra en vérifiant des 2 côtés. Jennifer attendit, observant. 10 minutes plus tard, Franklin ressortit, verrouilla la porte et retourna dans la boulangerie. Son comportement semblait plus nerveux. Il était possible qu'il cachait quelque chose dans ce bâtiment, des documents concernant sa chaîne d'approvisionnement ou des informations expliquant comment le bracelet de Sophie s'est retrouvé dans la pâte. Elle hésita entre attendre la police
ou profiter de cette opportunité pour enquêter par elle-même. Elle décida d'agir et, une fois Franklin retourné dans la boulangerie, elle se dirigea discrètement vers le bâtiment de stockage. L'endroit était verrouillé, mais une petite fenêtre lui permettait de jeter un coup d'œil. Avec la lumière de son téléphone, elle aperçut des étagères de farine, mais au fond, une porte semblait récente, avec un verrou électronique. Pourquoi un simple hangar aurait-il besoin d'une telle sécurité? Elle se retira, ne voulant pas compromettre une éventuelle preuve. De retour dans sa voiture, elle continua à observer. Franklin sortit encore une fois, portant un plateau couvert d'un tissu, et se rendit au bâtiment de stockage. Il y resta plus longtemps, près de 21 minutes. Puis, à 5 heures, il ressortit à nouveau, d'un air furtif, et se dirigea vers le même bâtiment. Cette fois, la porte verrouillée était ouverte, révélant une petite pièce cachée derrière. Jennifer distingua un lit et une table. La stupeur la frappa. Cela ne ressemblait pas à un simple espace de stockage, mais à un endroit où quelqu'un pourrait être retenu. Son cœur battait fort. Sophie aurait-elle pu être enfermée dans cette pièce tout ce temps, à quelques rues de chez elle? La possibilité était à la fois incroyable et terrifiante. Elle attendit encore un peu, mais comme Franklin n'était toujours pas ressorti, elle décida de se rapprocher à nouveau. Elle se dirigea discrètement vers la fenêtre et entendit des voix à l'intérieur. Mais les mots lui échappaient. Tremblante, elle retourna à sa voiture et tenta de rappeler Martinez, mais sans succès. Elle pensa appeler le 911, mais hésita. Que signaler? Que le boulanger avait une pièce verrouillée dans son entrepôt? Elle décida d'attendre encore un peu, espérant obtenir plus d'informations. Quelques minutes plus tard, Franklin n'était toujours pas sorti. Elle se remit en position près de la fenêtre, déterminée à entendre plus clairement ce qui se passait dans cette pièce. La voix de Franklin résonna, dure et pleine de colère, bien que Jennifer ne puisse pas comprendre les mots exacts. Elle se pencha plus près de la fenêtre, essayant d'écouter. « Je t'ai fait confiance, » dit Franklin, furieux. « Comment as-tu pu me faire ça? »« Après tout ce que j'ai fait pour toi, » répondit une voix familière, pleine de terreur. Jennifer se figea, son cœur battant la chamade. Cette voix, était-ce celle de Sophie? « Ne fais pas l'innocente avec moi, » lança Franklin. Jennifer le vit frapper quelque chose sur une petite table dans la pièce, un papier qu'elle pensa d'abord être un journal, mais qui semblait être un email ou une note de la police. On a trouvé un bracelet dans une miche de pain aujourd'hui, un bracelet en forme de cœur violet avec des perles bleues. La police est venue ici avec ta mère. Ma mère? La voix de la jeune fille se brisa d'émotion. Jennifer sentit son cœur s'emballer. La voix semblait bien être celle de sa fille, même après 2 ans. « Tu as mis ce bracelet dans la pâte hier soir quand je ne regardais pas, n'est-ce pas ?» La voix de Franklin devint glaciale. « Non, c'était un accident, » balbutia la fille. « Il a dû tomber quand je t'aidais avec la pâte. »« Mensonge !» hurla Franklin. Jennifer le vit renverser la table, faisant tomber les objets. « 2 ans. 2 ans à te donner tout. Et voilà comment tu me remercies. » Jennifer se décala pour voir mieux. À travers la fenêtre, elle aperçut une fille aux longs cheveux bruns s'éloigner de Franklin. Quand elle tourna légèrement la tête, Jennifer n'en crut pas ses yeux. C'était Sophie. Même après 2 ans, elle la reconnaissait. Ses lunettes et la manière dont elle tenait ses épaules lorsqu'elle était effrayée étaient inconfondables. Sophie était vivante, là, à quelques rues de chez eux, et cela la remplissait d'un mélange de joie et d'horreur. « Ça suffit, » dit Franklin en se passant la main dans les cheveux. « C'est trop risqué de te garder ici maintenant. On part ce soir, à l'abri de tous. » Il prit un trousseau de clés. « 5 minutes pour prendre tes affaires. Sinon, on part sans rien. »« Non, s'il te plaît, » supplia Sophie, reculant dans la pièce. « Je ne veux pas partir. » « Ce n'est pas une discussion, » répondit froidement Franklin. « 5 minutes, ou on part sans toi. » Jennifer réalisa avec horreur
que ses soupçons étaient les fondés. Sophie avait été captive dans cette pièce secrète. Et si Franklin l'emmenait ce soir, elle pourrait ne jamais revoir sa fille. Elle composa rapidement le numéro de Martinez, tremblante. Il répondit aussitôt. « Détective Martinez, dit-il d'un ton professionnel. C'est Jennifer Walsh, chuchota-t-elle. J'ai trouvé Sophie. Elle est vivante dans le bâtiment de stockage de Franklin, derrière la boulangerie. Jennifer, calme-toi, répondit Martinez, alerté. Où es-tu exactement? Je suis devant le bâtiment de stockage derrière la boulangerie de Franklin, expliqua-t-elle rapidement. Je vois Sophie par la fenêtre. Franklin l'a gardée dans une pièce cachée ces 2 dernières années, et maintenant il prévoit de l'emporter ce soir. Il charge un van. Ne t'approche pas d'eux, ordonna Martinez fermement. Reste où tu es et continue d'observer. J'envoie des renforts immédiatement. Jennifer vit Franklin tirer Sophie par le bras, l'obligeant à préparer un petit sac. « Dépêche-toi » murmura Jennifer, ne quittant pas des yeux la fenêtre. « Les unités arrivent » assura Martinez. « Reste caché et ne t'engage pas. Je serai là dans moins de 5 minutes. »« Dépêchez-vous » supplia Jennifer, le cœur battant. « Il va l'emmener. » Elle entendit les sirènes au loin, mais elles semblaient trop éloignées. Franklin ouvrit la porte du bâtiment, vérifia dehors et tira Sophie avec lui. Ils sortirent dans l'obscurité de l'aube, Franklin tenant fermement le bras de Sophie, en la dirigeant vers le côté du bâtiment, où la voiture était garée. « On doit partir avant que quelqu'un ne se rende compte qu'on est parti, » dit Franklin, en tirant sur le bras de Sophie. « S'il te plaît, ne fais pas ça, » supplia Sophie, sa voix perçant l'air calme du matin. « Je veux rentrer à la maison. »« Tu as perdu ta chance quand tu as mis ce bracelet dans le pain, » dit Franklin. « Je m'occupe de toi, ta mère t'a abandonné. »« Elle ne m'a pas abandonné, » cria Sophie. « C'est toi qui m'as prise. » Franklin écuma de rage. « Je t'ai sauvé. Ta mère ne te comprend pas comme moi. Tous ces livres que tu aimes, qui te les a achetés? Qui t'a construit un endroit sûr? Qui t'a protégé du monde? » Les sirènes se rapprochaient. Franklin paniqua, tourna la tête vers le bruit et se hâta de pousser Sophie vers le van. « Monte maintenant » ordonna-t-il, sa voix pleine de désespoir. Jennifer savait qu'elle ne pouvait plus attendre. S'il s'en allait, il disparaîtrait avant que la police n'arrive. Ignorant les avertissements de Martinez, elle sortit des ombres. « Sophie » appela-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Les yeux de Sophie s'ouvrirent en grand, voyant le visage de sa mère dans la faible lumière. « Maman » murmura-t-elle, comme si elle avait du mal à y croire. « Monte dans le van » ordonna Franklin, tirant sur le bras de Sophie. « Laisse-la partir » dit Jennifer en s'approchant. « La police arrive, c'est fini. » Franklin la fixa, les yeux pleins de colère. « Elle m'appartient maintenant » répondit-il en tirant Sophie vers le van. « Nous avons une vie ensemble. Tu ne comprendras jamais ce que nous avons. » Sophie se débattait, les yeux rivés sur le visage de sa mère. « Maman » cria-t-elle à nouveau, tendant la main. Jennifer se précipita vers elle, poussée par l'instinct maternel et 2 ans de recherche désespérée. Elle attrapa la main de Sophie, serrant fort. Franklin tira Sophie en arrière, créant une lutte, la pauvre fille prise au milieu. « Lâche-la » hurla Franklin. « Elle m'appartient maintenant. »« Lâche ma fille » cria Jennifer, refusant de la laisser partir. Jennifer tenait fermement la main de Sophie. Elle pouvait sentir sa fille trembler, voir les larmes couler sur son visage dans la faible lumière. Des voitures de police foncèrent dans la ruelle derrière la boulangerie, leur lumière clignotant en rouge et bleu. Des agents sortirent, armes en main. « Police, ne bougez pas !» cria un policier. Franklin repoussa Jennifer violemment, essayant de la séparer de Sophie, mais Jennifer ne lâcha pas sa main. Voyant qu'il ne pouvait pas briser leur lien, Franklin se précipita vers le van, abandonnant Sophie dans une tentative désespérée de fuir. Il fit seulement 3 pas avant que 2 policiers ne le plaquent au sol.
Franklin se débattit brièvement, avant que les policiers ne lui passent les menottes, tout en hurlant des paroles incohérentes. Jennifer maintint Sophie contre elle, toutes deux en larmes, alors qu'elles s'effondraient au sol. Après 2 ans de séparation, la réalité de leurs retrouvailles était accablante. Jennifer toucha le visage de Sophie, ses cheveux, ses épaules, comme pour se convaincre que tout cela était réel. « Sophie, je t'ai cherché partout, » dit Jennifer en caressant ses cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. » Sophie pleura dans l'épaule de sa mère. « J'ai essayé de m'enfuir, » sanglota-t-elle. « J'ai essayé tellement de fois. »« Tu es en sécurité, je suis là, » murmura Jennifer, la réconfortant. Le détective Martinez s'approche, surpris et préoccupé. « Je t'avais dit d'attendre, » dit-il, mais sans colère. « Il allait l'emporter, » répondit Jennifer, sans lâcher la main de sa fille. Martinez hocha la tête et s'agenouilla devant Sophie. « Bonjour Sophie, je suis le détective Martinez. Je t'ai cherché pendant longtemps. » Des ambulanciers arrivèrent pour vérifier l'état de Sophie. Jennifer garda sa main serrée sur celle de sa fille pendant l'examen. Les médecins conclurent que Sophie semblait physiquement indemne, mais conseillèrent un examen complet à l'hôpital. « Je veux rentrer à la maison, » murmura Sophie. « On doit d'abord passer à l'hôpital, » expliqua Jennifer doucement. « Et la police va te poser quelques questions. Mais après, on rentre chez nous, je te le promets. » « Il faut obtenir son témoignage pendant que tout est frais, » expliqua Martinez à Jennifer. « Je promets que ce sera rapide. » Sophie se blottit contre sa mère dans la voiture de police. Le trajet vers le commissariat passa dans un tourbillon d'émotions. Jennifer ne pouvait pas s'empêcher de regarder sa fille, craignant qu'elle disparaisse si elle détournait les yeux, ne serait-ce qu'un instant. Sophie semblait plus âgée que ses 14 ans, son visage marqué par une fatigue profonde qui brisa le cœur de sa mère. Au commissariat, ils furent conduits par une porte dérobée pour éviter les journalistes qui attendaient déjà à l'entrée principale, alertés par les radios de police. Martinez les guida vers une salle d'interrogatoire plus douce, avec une lumière tamisée, des chaises confortables et des bouteilles d'eau. Jennifer s'assit à côté de Sophie, son bras protecteur autour d'elle. Les lumières fluorescentes mettaient en évidence la fatigue de Sophie, mais Jennifer ne cessait de la regarder, émerveillée d'avoir sa fille auprès d'elle. Martinez prit place en face d'eux, son carnet ouvert, mais son ton était doux alors qu'il commençait à poser des questions. Sophie était enveloppée dans une couverture, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Jennifer resta près d'elle, leurs épaules se touchant, pendant que Martinez interrogeait Sophie sur sa captivité. Sophie expliqua comment Franklin l'avait attirée, en lui disant que sa mère avait eu un accident et qu'il devait la conduire à l'hôpital. Quand j'ai compris que ce n'était pas l'hôpital, on était déjà à la boulangerie, dit-elle. Il m'a enfermée dans une pièce derrière le bâtiment. Il m'a dit que tu ne voulais plus de moi, que tu étais contente que je sois partie. Jennifer fit un bruit de détresse et Sophie serra sa main. Je ne l'ai pas cru, continua Sophie. Pas vraiment, mais il m'a pris mon téléphone et je ne pouvais pas sortir. La porte avait un code et la fenêtre était trop petite. Il m'a dit que si je tentais de m'échapper, il te ferait du mal. Comment ton bracelet a-t-il fini dans le pain ? Demanda Martinez. Il me faisait parfois aider pour la pâte, expliqua Sophie. Quand il ne regardait pas, j'ai laissé tomber mon bracelet dans la pâte. Je me souvenais de ce que maman m'avait appris pour laisser des indices si jamais je disparaissais. Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes en entendant cela. Sa fille avait appliqué les leçons de sécurité qu'elles avaient apprises ensemble. Je ne savais pas si ça marcherait, avoua Sophie. Je pensais que le bracelet fondrait dans le four ou que personne ne le trouverait, mais je devais essayer. Jennifer regarda sa fille, émerveillée. Sophie, c'était tellement courageux, tellement intelligent. Elle marqua une pause, observant son visage. « Mais comment savais-tu que ça ne fondrait pas dans le four ?» Sophie croisa son regard. Un éclat de son ancien moi
traversant la fatigue. « Je n'étais pas sûre, maman, dit-elle. Mais je me souvenais que le pendentif était de l'améthyste, un type de quartz, et que les perles étaient en verre. Et le cordon n'était pas juste en plastique, tu m'avais dit que c'était une fibre spéciale. » Jennifer se rappela ce jour-là, Sophie admirant le bracelet dans la vitrine et elle lui expliquant pourquoi le prix était plus élevé pour des matériaux de qualité. Les larmes de fierté montèrent aux yeux de Jennifer. « Oh, Sophie, murmura-t-elle en la serrant contre elle. Tu étais tellement intelligente, tellement courageuse. » Martinez acquiesça. Elle l'était, absolument. Cet indice, Sophie, ce simple geste, c'est ce qui t'a ramené chez toi. L'enquête révéla la double vie de Franklin, un boulanger respecté qui avait secrètement isolé Sophie pendant 2 ans, lui faisant croire que sa famille l'avait abandonné. Dans son esprit tordu, il s'était convaincu qu'il sauvait Sophie, lui offrant les livres qu'elle aimait et créant un espace sûr, loin du monde. « Il m'apportait toujours ses livres Moonstone », expliqua Sophie. « Il disait que c'était mes préférés et que ça prouvait qu'il me connaissait mieux que personne. Il était tellement en colère quand je lui ai dit que je les avais déjà tous lus. » Au fur et à mesure des interrogatoires, Jennifer apprit l'étendue de la captivité de sa fille. La petite pièce où elle avait passé la plupart des 2 dernières années, autorisée à sortir seulement de temps en temps pour aider à la boulangerie quand personne n'était là. Elle avait eu assez de nourriture et de besoins de base, mais sa liberté et son contact avec l'extérieur avaient été supprimés. La résilience de Sophie, qui avait gardé l'espoir pendant ces longs mois, cherchant des moyens de signaler sa présence, culminant avec l'acte ingénieux de mettre son bracelet dans la pâte, emplissait Jennifer de tristesse et de fierté. Martinez ferma son carnet, expliquant qu'ils auraient besoin de déclarations plus détaillées plus tard, mais que l'essentiel était suffisant pour l'instant. La police avait déjà saisi l'ordinateur de Franklin à la boulangerie, découvrant des preuves inquiétantes de son obsession. « Devrais-je le revoir ?» demanda Sophie, sa voix petite. « Au tribunal ?» Martinez secoua la tête. « On fait tout pour éviter ça. Franklin parle déjà, espérant une clémence. On a suffisamment de preuves pour éviter un procès. » Un soulagement se lut sur le visage de Sophie. « Bien. Je ne veux plus jamais le revoir. »« Tu n'auras pas à le revoir, » assura Jennifer en lui serrant la main. Un psychologue de la police avait déjà parlé brièvement avec Sophie, expliquant à Jennifer que la guérison prendrait du temps. Sophie avait passé 2 années formatrices, de ses 12 à ses 14 ans, en isolement, sans école, sans amis, sans développement normal. Il y aurait des ajustements, de la thérapie, peut-être des rechutes. Mais le médecin avait souligné la résilience remarquable de Sophie, prouvée par son plan d'évasion ingénieux. En quittant le commissariat, la lumière pâle du matin filtrait à travers les fenêtres hautes, projetant de longues ombres douces sur le parking. Jennifer garda son bras autour des épaules de Sophie, sentant combien elle était devenue mince. Le chemin à parcourir serait long, avec des cicatrices invisibles à guérir. La thérapie et des conversations difficiles les attendaient, mais elles y feraient face ensemble. Pour la première fois en 2 ans, le cœur de Jennifer se sentit complet. Sa fille était de retour à la maison.